On va pouvoir commencer cette soirée. Et tout d'abord, on voulait vous remercier d'être venu ce soir pour la présentation de ce nouveau livre d'Attaque avec les éditions de l'Atelier, avec VAP, alias Pauline Varin, L'évasion fiscale, toute une histoire. Donc avec l'équipe du livre, on est très heureux, très heureuse de vous présenter ce projet. On vous propose une présentation en 2 temps. D'abord, on va revenir sur l'origine de ce livre, son originalité aussi. Et cette première introduction se fera à 3 voix, avec donc Camille Deltombe pour les éditions de l'Atelier, qui est donc l'éditrice du livre, Nolwenn Neveu pour Attaque, qui est la coordinatrice du livre également, et Pauline Varin, donc alias VAP, qui donc reviendra sur son travail d'illustration et de BD. Alors on a tout particulièrement voulu mettre en valeur ce travail, et vous le verrez peut-être dans un deuxième temps plus convivial où on pourra circuler, échanger avec les autrices, les auteurs. Il y a des planches, dont des originaux, des dessins de Pauline qui sont exposés un peu partout dans la salle. Donc on vous invite à aller les regarder. Et comme vous le comprendrez, ces illustrations, ces BD occupent une place très importante dans ce livre qui se veut s'inscrit dans la tradition de l'éducation populaire. Donc dans un deuxième temps, on aura une deuxième table ronde avec des co-autrices, co-auteurs du livre, qui reviendront sur des thèmes qui sont abordés dans le livre, autour évidemment de l'évasion fiscale. Et donc on accueillera Vincent Drezet, Ophélie Gatt et Dominique Plion, qui sont ici présents. Je voudrais dire que ce livre, c'est une belle aventure éditoriale, mais c'est aussi une intervention qui s'inscrit dans une actualité très forte autour des enjeux fiscaux. Et peut-être que vous l'avez lu aujourd'hui, il y a une actualité qui est que la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé une amende historique pour Apple qui est de 13 milliards d'euros et qui vient en fait conclure un épisode, un long épisode de 8 ans de débat autour de ces pratiques d'évasion fiscale. Et c'est aussi le résultat d'une mobilisation citoyenne dans laquelle Attaque a pris toute sa part pour dénoncer ces pratiques d'évasion fiscale qui privent les budgets publics de précieuses ressources. Donc évidemment, il reste beaucoup à faire sur la question, mais au moins ça montre que des victoires sont possibles dans la lutte contre l'évasion fiscale, et c'est bien le message qu'on essaye de porter dans ce livre. Et tout de suite, je laisse la parole à Camille donc, pour les éditions de l'Atelier. Merci Frédéric. Commencer d'abord par te présenter. Tu nous as présenté toutes les 3, mais donc Frédéric Lemaire qui a œuvré à la coordination de l'ouvrage avec Nolwenn. D'abord un grand merci au Point éphémère de nous recevoir ce soir pour la présentation de ce livre. On est vraiment ravis de vous le présenter. Un grand merci. Alors, avant de laisser les auteurs et les autrices du livre présenter ce livre plus en détail, je voulais, au nom des éditions de l'Atelier, remercier Attaque pour leur confiance renouvelée. On est toujours très heureux de faire des livres avec Attaque, très heureux et très heureuse. Et on est très fiers d'éditer ce livre qui s'inscrit parfaitement dans la volonté qui est vraiment l'un des piliers de notre maison d'édition, de porter au grand public des sujets complexes qu'il est indispensable de comprendre pour lutter contre les inégalités et pour faire bouger les lignes. Et donc là, je voudrais saluer le travail formidable d'Attaque pour rendre ce sujet accessible. Travail d'écriture et de pédagogie très impressionnant, je trouve. Et puis, saluer le travail de Pauline et ces merveilleuses planches de BD qui, à la fois drôles et limpides, font de l'évasion fiscale un sujet presque simple. En tout cas, je pense et j'espère que ce sujet est maintenant désormais à votre portée.
Et donc je voudrais aussi remercier Jean-François Guillon, graphiste de ce livre, pour le travail formidable et magnifique qu'il a fait sur ce livre, et ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de l'ouvrage. Et je vais passer la parole à Nolwenn. Merci Camille. Alors moi je voulais vous présenter rapidement le livre, la démarche et puis les grandes lignes, et puis je laisserai ensuite la parole à Pauline. Donc ce livre s'inscrit, je crois, dans la tradition d'Attaque, attachée à la fois sur le fond à toutes les questions de fiscalité, de justice fiscale et sociale, mais aussi sur la forme à proposer des outils d'éducation populaire. L'évasion fiscale et d'une manière plus générale toutes les questions qui sont relatives à la fiscalité. C'est un sujet qui paraît souvent assez lointain, ennuyeux, technique, compliqué. Et pourtant, il nous a semblé à Attaque que les questions d'évasion fiscale et de fraude fiscale sont des questions importantes pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout une bonne partie des choix économiques qui ont été faits ces dernières décennies. Par exemple, sur les enjeux de financement des retraites, de financement des services publics, d'attaques de plus en plus fréquentes faites à la protection sociale. Il nous a donc paru important de proposer un outil qui permette à chacun et à chacune de mieux comprendre les mécanismes de la fraude fiscale, son ampleur, ses effets. Et donc en écrivant ce livre, on a misé sur ce qu'on appelle l'effet Dracula. L'idée, c'est que l'évasion fiscale, elle a besoin du secret pour se développer, et que du coup, en faisant la lumière sur ce phénomène, c'est-à-dire en essayant de comprendre comment font les fraudeurs, en essayant d'évaluer les montants qui échappent à l'impôt, d'essayer de saisir ses conséquences, eh ben, il nous a semblé que c'était déjà agir, déjà lutter, et à terme, l'idée, c'est, comme les vampires, de faire disparaître l'évasion fiscale. Mais une fois qu'on en est là, donner envie de lire un livre de 150 pages sur l'évasion fiscale, c'était ça le vrai défi. Et donc on a cherché non seulement à expliquer la fraude fiscale, mais encore plus à raconter une histoire. Donc le sous-titre du livre, c'est « Toute une histoire ». Et donc l'histoire de l'évasion fiscale, ou plutôt ses histoires. D'abord, son histoire au sens propre du terme, puisque nous sommes remontés jusqu'à l'Antiquité pour en déceler les premières traces, et que Pauline, notre dessinatrice, fait même un détour à l'époque des croisades pour nous parler de l'évasion fiscale. Raconter l'histoire de l'évasion fiscale, et raconter aussi comment c'est notre histoire, puisque, on l'a déjà mentionné, mais l'évasion fiscale, c'est la sécession des riches qui refusent de contribuer au bien commun, et ça a des conséquences très concrètes sur nos vies. Là encore, Pauline l'illustre dans une de ses bandes dessinées. On voulait aussi raconter des histoires d'évasion fiscale en essayant de relater, même si c'est brièvement, différentes affaires, différents scandales qui ont éclaté ces dernières années et qui permettent de comprendre les mécanismes à l'œuvre. On voulait aussi raconter comment on nous raconte des histoires, puisqu'un chapitre entier est consacré à la lutte contre l'évasion fiscale. Alors il aurait dû être assez court, puisque la lutte est quasiment inexistante et la démolition des pouvoirs publics est assez flagrante, mais on a quand même voulu vous montrer justement le décalage entre les effets d'annonce et les faits. Et puis on a voulu aussi raconter l'histoire de celles et ceux qui racontent l'histoire de l'évasion fiscale, les lanceurs et les lanceuses d'alerte, les chercheurs et les chercheuses, les militants et les militantes, tous ces gens dont le travail a permis de mettre à jour l'évasion fiscale, de la mesurer, de la documenter et de faire des propositions pour lutter contre l'évasion fiscale. Et on a donc raconté aussi l'histoire des résistances face à l'évasion fiscale. Et à défaut de vous proposer uniquement une histoire, on a essayé aussi de vous en proposer un futur possible, puisque un chapitre entier est consacré à la mise en lumière des initiatives qui ont permis de faire avancer la lutte contre l'évasion fiscale et la cause de la justice fiscale. Et on propose au passage des solutions concrètes pour lutter contre l'évasion fiscale. Et à ce titre, on ne l'a pas encore mentionné, mais on a une postface de John Christensen, qui est un des pionniers de la lutte contre les paradis fiscaux à l'échelle internationale. Et cette postface, elle montre que des victoires sont possibles en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Bref, le livre il propose un panorama de l'évasion fiscale, son histoire, ses conséquences, ses mécanismes, les propositions pour y mettre fin, etc. Voilà pour le fond.
Et d'ailleurs, les auteurs vont revenir ensuite sur ce point-là. Pour la forme, et pour que vous le lisiez, on s'est vraiment efforcé, et à mon sens, c'est la plus-value et l'intérêt de ce livre, de le rendre le plus accessible possible, sans pour autant renoncer à la précision. Et donc, on a essayé de faire en sorte que chaque chapitre puisse être lu indépendamment pour que chaque lecteur et chaque lectrice puisse naviguer dans l'ouvrage. On a essayé de proposer, on n'a pas essayé, on a réussi à proposer un glossaire des termes d'évasion fiscale pour qu'on puisse s'y retrouver dans le vocabulaire souvent déroutant de l'évasion fiscale. Donc, vous y découvrirez le cum-cum, le cum-ex et autant de mécanismes d'évasion fiscale captivants. Et enfin, et je dirais même surtout, pour retracer toutes ces différentes histoires que je vous ai mentionnées, on suit les pas de Louise, qui est un personnage imaginé par Pauline, qui est désormais une des plus grandes spécialistes de l'évasion fiscale en France, tant les recherches qu'elle a effectuées ont été approfondies, vraiment. Chaque chapitre donc, se conclut par un récit imaginé et dessiné par Pauline Vuarin, où Louise nous emmène dans une autre forme d'enquête sur l'évasion fiscale. On va la retrouver ainsi dans la poche de Jérôme Cahuzac, sur une île paradisiaque, ou qui en tout cas est paradisiaque pour les évadés fiscaux, au musée de Bayeux, à une manifestation pour l'hôpital public, et puis finalement à l'apéro. Le travail de Pauline permet d'incarner les questionnements qui paraissent souvent arides et d'aider chacun et chacune d'entre nous à se les approprier. Et je tiens à dire que son travail n'est pas la cerise sur ce livre, il en est véritablement le ciment. Je vais devoir passer après ça. Juste quelques mots sur ma participation. Donc, c'est Fred qui m'a appelé, on se connaît depuis bien longtemps. Pour la genèse du livre, il m'a appelé et il m'a dit ça te dit de faire des dessins sur l'évasion fiscale. Moi, c'est un drôle de sujet quand même. Moi, je viens plutôt des syndicats paysans. J'ai fait de l'histoire auparavant, j'ai pas trop fait d'école d'art. Et j'ai su par la suite que c'était quand même sa copine qui avait un peu insisté en disant allez, vas-y, appelle-la, ça serait cool quand même qu'il y ait des illustrations. Et voilà, donc on a commencé comme ça, c'est Esther. Elle est là-bas. Voilà. Du coup, je suis tombée sur le sujet. C'est vrai que ça m'a pas fait trop peur, bizarrement, parce que c'est vrai que quand on parle d'évasion fiscale, on peut se dire oh là là, c'est pas une BD sur les armes, quoi. Donc il faut y aller. Et du coup, je me suis lancée dans le sujet avec plutôt de l'enthousiasme, parce que je me suis dit que dessiner des ultra riches qui font des trucs pas chics, en fait, c'est quand même un peu rigolo, quoi. On va pas se mentir, j'étais assez satisfaite. Et du coup, vous trouverez dans le livre sur tout le texte, en fait, j'ai fait pas mal d'illustrations et j'ai un peu réagi par rapport aux acteurs. Donc, il y a les évadés, donc les ultra riches qui sont un peu beaucoup en vacances ou en train de faire des loisirs et qui discutent. Il y a les avocats fiscalistes en filigrane qui passent de temps en temps. Et il y a un peu le contrepoint avec les gilets jaunes qui ont des grosses pancartes et qui sont là pour dénoncer un peu ce qui se passe et pour dire que le cochon est pas très bien réparti, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est toutes les illustrations que j'ai fait un peu sur le corps de texte. Et après, il y a Louise. Louise, c'est un personnage qu'on a créé tous en commun. En fait, on peut dire que je suis pas. C'est quand même ton idée. Oui, ouais, bon, ça a été vraiment un comité de rédaction. On s'est dit, on part sur quoi il faudra un fil conducteur pour tout le bouquin, ça serait bien. Est-ce qu'on fait une chose ou on perd un personnage et là, on s'est dit que c'était bien de faire une militante. Une femme, parce qu'on est quand même au 21e siècle, donc il faut y aller, quoi. Et on l'a appelée Louise, parce qu'on s'est dit Louise Michel, c'est pas mal, et puis on n'a pas 46 000 figures historiques super connues au niveau féminin, alors Louise Michel, c'est pratique. Et là, Nolwenn a dit Louise attaque. C'était super. On était dessus, c'était parti, quoi.
Et d'ailleurs, Louise Attaque est à la fête des Lumas le week-end prochain pour les jeunes qui connaissent pas encore, comme ça remet un peu. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à Gare de Lyon pour cette présentation, parce que j'habite à Sète, il y avait une fanfare qui jouait Louise Attaque. Voilà. Donc Louise, c'est un personnage, c'est une vraie militante d'Attaque, avec des petites caractéristiques quand même. Elle a la marinière de Où est Charlie, elle a le sac du vieux campeur, elle a des petites sandales des Cévennes et son bâton de pèlerin. Et elle part sur la route pour comprendre ce que c'est que l'évasion fiscale tout au long du bouquin. Et mon intérêt à moi, parce que Vincent Drezet me proposait des sujets toujours aussi sexy, comme la liste des paradis fiscaux qu'avait fait l'Union européenne. Donc mon intérêt à moi, c'était de trouver quand même des histoires, des vraies histoires, des vraies si petites histoires pour raconter l'évasion fiscale. Et du coup, j'ai emmené Louise dans plein de situations différentes, effectivement, dans la poche de Cahuzac. Et j'ai aussi essayé de changer les contextes. Donc, des fois, c'est elle qui est dans un dialogue avec quelqu'un, c'est elle qui raconte. Des fois, on lui apprend des choses. Des fois, c'est un peu une discussion collective pour que vous vous ennuyiez pas trop, quoi, aussi. C'était l'intérêt de la pratique, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, c'est un truc très important. Je pense que on a conçu le livre pour que il y ait plusieurs niveaux de lecture quand même, c'est ce qu'a dit Nolwenn, c'est-à-dire qu'on peut lire le texte, on peut lire les BD, on peut regarder les illustrations. Et l'idée, c'était peut-être qu'il y ait des gens qui lisent tout intégralement et puis d'autres qui le chopent aux toilettes et qui se disent « Ah, je vais lire une BD, c'est cool ». Voilà. Et donc, c'était un peu comme ça qu'on l'a pensé aussi. Je pense que sur ça, on a à peu près réussi à bien rythmer le truc. Et voilà, et j'étais ravi de participer à ce bouquin. Je trouvais ça assez chouette. Mais c'était sympa de dessiner des riches. Voilà. Je sais pas trop. Ouais, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Merci. On enchaîne avec la deuxième table, parce que sinon on peut prendre des questions. Non, on va enchaîner, je pense. Ce sera plus simple. Et puis après. Oui. Donc on va enchaîner avec la deuxième séquence de ce débat. Et puis après, on aura un petit temps pour échanger rapidement, mais surtout, vous pourrez mettre à profit un peu le temps convivial pour échanger directement avec les autrices, les auteurs, avec Pauline, et boire un petit verre. À savoir qu'il y a de quoi manger et de quoi boire qui sera prévu là derrière au niveau de la petite exposition. Et donc maintenant, on va revenir sur donc un peu les différentes questions qui sont soulevées par le livre, avec donc Vincent Drezet, Ophélie Gatt et Dominique Plion, qui vont chacun aborder un aspect différent du livre. Et je vous laisse du coup la parole. Et a priori, voilà, on peut fonctionner dans ce sens-là. Merci Fred. Bonjour à toutes et tous. C'est un régal c'est toujours sympa de présenter un bouquin, mais alors celui-là vraiment c'est un régal parce que c'était super fluide entre nous, parce que les illustrations apportent une valeur ajoutée sans pareil, hein, je le dis sans flagornerie, vraiment Pauline, le boulot c'est énorme, et en plus il tombe au bon moment. On a un beau nouveau gouvernement, un beau PLF qui arrive, enfin bon. Et je vais faire le lien avec ce que tu disais sur... je vais présenter un peu en quoi ça nous concerne toutes et tous. Tu disais que tu étais en lien avec les syndicats paysans. En quoi l'évasion fiscale concerne le monde paysan, par exemple? Quand on voit le schéma d'évasion fiscale de Lactalis et la façon dont cette multinationale fait pression sur les revenus, in fine, des producteurs, on a un lien direct. Alors, il y a un chapitre donc, qui s'intitule l'évasion fiscale, ça nous concerne toutes et tous. On reprend un petit peu les définitions, parce que dans le débat public, on entend beaucoup d'âneries sur ce que c'est que l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, en gros, c'est à la fois la fraude et les schémas un peu limites. Voilà, ce qu'on appelle l'optimisation agressive.
Comment ça se passe? Parce que je vais faire rapide. On a évidemment différentes techniques. Parmi les plus répandues, les multinationales, vous savez, elles sont implantées dans plusieurs territoires, y compris dans des paradis fiscaux, et elles se facturent, ces filiales-là, elles se facturent des ventes de biens et de services, qu'on appelle les prix de transfert. Le principe, en général, c'est que quand le prix de transfert correspond au prix du marché, c'est légal. Enfin, c'est quand même de l'optimisation, parce que comme par hasard, si j'ose dire, on retrouve des filiales dans des paradis fiscaux. Et souvent, ces prix de transfert sont manipulés, de sorte que vous avez des entreprises établies en France qui achètent à une de leurs filiales dans un paradis fiscaux des biens et des services à des prix prohibitifs. Et c'est particulièrement vrai sur les redevances de marque. Donc on a des schémas d'évasion fiscale de très grande ampleur. Si on songe que les prix de transfert, c'est la moitié du commerce mondial, il suffit qu'une petite partie de ces prix de transfert soit manipulée pour qu'on ait une évasion, une fraude fiscale de grande ampleur. Voilà un exemple parmi d'autres. On a des sociétés écrans, le secret bancaire qui est toujours, qui existe toujours. Les fausses résidences, des particuliers qui achètent des passeports à Malte ou en Chypre, c'est l'Europe, pour se déclarer résident de ces paradis fiscaux et ne pas payer d'impôts en France, par exemple. Qu'est-ce qu'on retrouve donc comme protagoniste? Il faut le rappeler. On a des personnes, des grandes banques, qui ont des filiales elles-mêmes, qui ont des banques privées, qui non seulement gèrent les avoirs de fraudeurs, mais les conseillent. On a des cabinets, grands cabinets, KPMG, Mat Fonseca, par exemple, avec les Panama Papers, on a beaucoup discuté, qui montent une véritable ingénierie et industrie de l'évasion fiscale. Pour qui? Pour leurs clients, qui les payent, bien sûr, avec les fruits de l'évasion fiscale au passage, mais qui sont ceux qui le peuvent. Ce n'est pas le plaisir de stigmatiser les super riches, c'est que c'est eux qui ont les moyens de se payer ces cabinets-là et de loger telle société ou tel compte bancaire à l'étranger, si possible dans des paradis fiscaux. Pour les multinationales, c'est pareil. La PME du coin, le salarié du coin, il n'a pas les moyens financiers, ne serait-ce que de se payer le conseil, alors encore moins de se livrer à une évasion fiscale de grande ampleur. Mais de grande ampleur parce que les chiffres parlent. Gabriel Zucman, qui travaille beaucoup sur le sujet, avait estimé, même si ça s'est un peu amélioré depuis, que vous aviez environ 8% de la richesse des particuliers qui étaient logés dans des paradis fiscaux. 10 à 12% pour les super riches français. Tax Justice Network, le réseau qui a été monté par John Christensen, qui a fait la postface du bouquin, estime que l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les sociétés seulement en France, c'est 27 milliards d'euros par an. Le syndicat solidaire finances publiques, j'avais travaillé sur cette question-là en 2013 et en 2018, avait estimé que la fraude fiscale, c'était 60-80 milliards d'euros, et en 2018, on avait plutôt estimé à 80 voire 100 milliards d'euros. C'est absolument colossal. Quelles sont les conséquences de ça? Il y a des conséquences budgétaires, je ne vais pas faire très très long, bien sûr. On nous serine avec la dette, vous allez voir, pour le prochain PLF, il va falloir encore se serrer la vis parce qu'il y a une dette publique. La dette publique, elle est alimentée par quoi? Une politique fiscale taillée sur mesure pour les plus riches qui provoque des pertes, mais aussi par l'évasion fiscale. Combien d'écoles ont été supprimées du fait de l'évasion fiscale? Ça pourrait être un parallèle intéressant à faire, par exemple, sur la perte des services publics. Parce que les services publics, la protection sociale, souffrent d'un manque de moyens lié notamment à l'évasion fiscale. Évidemment à la politique fiscale, mais aussi à l'évasion fiscale. On a également des conséquences écologiques qu'il ne faut pas nier. Les pertes en matière d'évasion fiscale nous empêchent de financer les politiques publiques, et notamment en matière, comme on dit attaque maintenant, de bifurcation sociale et écologique. Mais ça donne également des moyens aux plus riches de polluer encore plus, puisque ce sont les plus gros pollueurs. Et c'est Ophélie qui avait écrit dans Alter Echo quelque chose là-dessus, en disant oui, non seulement il y a le manque de moyens, mais il y a aussi la capacité qu'eux, par l'évasion fiscale, à avoir d'autant plus de revenus pour notamment plus polluer. Et puis ces revenus qui sont dissimulés alimentent les inégalités. Et in fine, il y a aussi une dernière conséquence qu'il faut souligner. Pauline parlait des gilets jaunes tout à l'heure, c'est une secousse dans la démocratie. On a un ras-le-bol des injustices fiscales et sociales. Ce n'est pas un ras-le-bol fiscal stricto sensu. C'est quand les gens voient que le système fiscal est plus injuste, qu'il y a de multiples affaires en matière d'évasion fiscale et que les services publics disparaissent, ça les rend fous, c'est normal. Et le consentement à l'impôt est éliminé, et ça alimente notamment la crise démocratique. Donc ça, il faut le rappeler sans cesse. C'est un sujet citoyen qui nous concerne toutes et tous dans notre quotidien. Et c'est pour ça qu'il est bienvenu que ce travail permette, comme disait Nolwenn, un effet Dracula, de dire, regardez, c'est pas si compliqué, ça nous concerne toutes et tous, mais il y a des moyens pour les combattre, et jusqu'à présent, ils ne les ont pas vraiment mis. Comme ça fait la transition. Déjà, un grand merci à toutes et tous d'être présents et présentes.
Moi, ma partie, c'est pas la partie la plus sexy dans les chapitres du livre, en tout cas sur la rédaction. C'est rendu très sexy grâce à Pauline et bravo pour la performance. Parce qu'à Attaque, on ne sait pas rendre les choses forcément très sexy quand on écrit les contributeurs et les contributrices que nous sommes. On est plutôt un peu austère, surtout quand on parle de finances publiques. Donc le constat de l'ampleur de l'évasion fiscale, il est connu. Il n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant parce qu'il est lié à la globalisation financière, à la rapidité et à la facilité de la circulation des capitaux et de l'intense, très intense concurrence fiscale et sociale. Donc toutes les conditions, elles sont réunies pour la favoriser. Face à cela, les réponses politiques, elles ont tardé et dans leur écrasante majorité, elles sont souvent des réactions en lien à des scandales ou à des affaires. C'est ce qu'on essaie de vous montrer dans ce livre. Et elles sont demeurées insuffisantes. Donc, je vais vous parler des insuffisances. Je vais quand même essayer de vous montrer qu'il y a quelques petits bons points. Les quelques petits bons points, c'est des créations d'institutions qui sont censées lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a eu notamment en 2013 la création du parquet national financier, celle du service d'enquête judiciaire des finances, ça date de 2019. Ça donne véritablement un poids juridique et judiciaire à l'administration fiscale. Il y a la loi du 23 octobre 2018 qui assouplit un dispositif que vous avez dû toutes et tous entendre, en tout cas, c'est celui du verrou de Bercy. Ça contraint un petit peu plus l'administration de Bercy à être plus transparente et à baisser un petit peu son monopole de l'action publique en matière de plainte pour fraude fiscale. Ça a eu un effet assez bénéfique et véritablement efficace parce que ça a permis d'envoyer beaucoup plus de dossiers au pénal. Globalement, et c'est le constat que on peut faire encore aujourd'hui malheureusement, la lutte contre la fraude fiscale, elle reste freinée et bridée par ces institutions. Déjà au plan international, la coopération entre les États a longtemps été marginale. Alors les choses se sont un peu plus améliorées avec l'échange automatique d'informations entre une centaine de pays, mais elle est freinée par beaucoup de territoires qui ne participent pas à cet échange d'informations. Il existe, et ça, on vous en a parlé dans la première partie, c'est Pauline qui vous en a parlé dans la première partie, les fameuses listes noires. Donc, on peut faire un tour des pays sur ces listes noires, effectivement. Ce sont des listes qui sont établies tant par l'OCDE que par l'Union européenne. Mais s'il y a des noms de pays, d'États sur ces listes, il n'y a aucune sanction qui est assortie derrière. Donc c'est joli d'avoir son nom sur une liste, mais en fait, il n'y a rien qui se passe derrière. L'accord sur l'imposition des multinationales, là, qui se met en œuvre cette année, elle a un taux minimal de 15%, donc c'est beaucoup trop faible. Et il y a plusieurs dispositifs aussi qui sont assortis pour faire que ça va réduire la portée de cet impôt, avec des exceptions, des exemptions et la non prise en compte de certains crédits d'impôt. En France, on est magnifique en France sur la lutte contre l'évasion fiscale si on entend, et on entendait Gabriel Attal, mais en fait on est loin d'être magnifique et elle régresse véritablement la lutte contre l'évasion fiscale parce que M. Macron a mis en place dès 2018 une loi qui donne le là de ce que l'administration fiscale peut faire en matière de fraude et d'évasion fiscale, puisqu'il a mis en place une loi qui s'appelle « Pour un État au service d'une société de confiance ». Donc les administrations fiscales, nous, effectivement, certains services, la confiance, effectivement, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et on aime contrôler. Sauf que cette loi a mis en place une profonde réorientation de l'action de notre administration fiscale. Vous aurez compris, je viens des finances publiques. Et la priorité, c'était plus le contrôle, c'était l'accompagnement et la sécurité juridique des entreprises avec la mise en place de petits dispositifs géniaux qui s'appellent la garantie fiscale. C'est-à-dire quand un de nos collègues allait faire un contrôle dans une multinationale,
qu'il ne voyait pas certains petits problèmes et qu'il ne redressait pas. Il est très compliqué pour un agent des finances publiques de faire un contrôle exhaustif dans une multinationale par manque de temps et par manque de moyens. Le fait que le redressement ne soit pas affiché à la multinationale valait accord tacite de validation comme quoi il n'y avait aucun sujet. Donc ça a été une lutte véritablement efficace pour nous contre la fraude fiscale. Donc progressivement, cette loi-là et ce fonctionnement, en fait, ça sert des intérêts particuliers. Or, le sens de la loi, normalement, est bien de garantir l'intérêt général. Donc il y a eu une bifurcation, pour le coup très négative, du sens de la loi et de l'application de la loi par les agents publics que nous sommes. Les pouvoirs publics ont ajouté à cela certaines petites modernités. L'intelligence artificielle fait partie de cette modernité. On nous l'a vanté comme quelque chose qui donnait une plus-value aux agents dans le cadre de leur travail, qui permettait d'aller plus vite. Ça a été plutôt un rouleau compresseur à des suppressions d'emplois. Donc c'est tout en lien avec les politiques austéritaires. Ça a forcément affecté le contrôle fiscal. En l'espace de 20 ans, rien que la sphère du contrôle fiscal, c'est une petite sphère dans les missions de la Direction générale des finances publiques. Elle a perdu plus de 3000 emplois à cause, entre autres, de la dématérialisation et de l'outrance de l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous parle d'outrance ? Parce que l'intelligence artificielle actuellement, dans notre administration, elle représente 50% des contrôles fiscaux qui sont effectués. Malheureusement, sur ces 50% de contrôles fiscaux, il n'y a que 13% des résultats financiers qui sont liés. Donc on perd de la technicité et l'intelligence artificielle ne remplace pas la technicité des agents. Qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, bah si, un truc hyper important. C'est aussi vu dans le bouquin. Il est difficile pour nous de croire et de faire croire et de valider les propos du prochain gouvernement ou du gouvernement actuel. Je vous rappellerai une petite anecdote. C'est pas moi qui l'ai dit. Et pourtant, on pourrait effectivement valider ça. Chaque fraude fiscale est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable. Ça, c'est vrai. Ça a été déclaré le 8 mai 2023 par le ministère des Finances publiques de l'époque. C'était Gabriel Attal. C'était dans le journal du Monde, donc c'est sérieux. Alors effectivement, on ne peut qu'être d'accord. Pourtant, le contenu de son plan, juste derrière ça, ça a été très mince, juste des redéploiements d'emplois, ça veut dire pas d'emplois du tout affectés véritablement à notre administration, la promotion de l'intelligence artificielle et la promesse que d'ici l'année 2027, les contrôles des plus gros patrimoines augmenteront de 25% et que les 100 plus grandes entreprises cotées en bourse seront contrôlées tous les 2 ans. Alors ouais, ok, on peut dire ok et on peut dire même chiche. On peut dire chiche, sauf que les montages qui sont mis en place par les ultra-riches ou par les grandes sociétés sont des montages qui sont particulièrement complexes. Il y a Vincent qui vient d'essayer de vous l'expliquer, que ça demande énormément de temps, que ça demande également des moyens pour accéder à toute l'information et pour pouvoir l'exploiter. Or, la coopération internationale, je vous en parlais juste avant, elle nécessite du temps et des moyens. Et malheureusement, le délai moyen de retour de demande envoyée en coopération internationale aux administrations fiscales étrangères, ça pourrait être l'objet d'un quiz, c'est 274 jours en 2022 et les informations ne sont pas toujours exploitables. Le risque donc actuel, c'est que les contrôles qui sont annoncés, ce soit des contrôles qui soient purement formels et qui ne donnent pas lieu à des investigations réellement poussées. Donc pour nous, en tout cas pour Attac, pour lutter contre l'évasion fiscale, l'essentiel reste donc à faire et c'est Dominique qui a la lourde tâche de répondre à cette question. Tu me donnes une très grande responsabilité. Alors je voudrais dire comme mes camarades qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire ce livre. J'espère que ça se ressent dans le livre. Je pense que c'est un livre qui est assez aéré, assez vivant, et Pauline y a largement contribué. Et on a une équipe de rédacteurs où vraiment on a travaillé dans les
les bonnes conditions, et je dois le souligner. Voilà. Donc c'est tous âges, tous sexes, voilà, et c'était sympa. Alors ensuite, c'est vrai que le livre se termine dans le chapitre 6, le dernier chapitre, sur les mobilisations, parce qu'en effet, nous croyons, et je pense en cette salle, vous serez tous d'accord, qu'on ne peut faire des progrès, ou les progrès qui ont déjà été réalisés, même insuffisants, sont très largement dus aux mobilisations sociales, aux mobilisations citoyennes. Et donc, vous savez qu'ATTAC, on se définit souvent comme une organisation d'éducation populaire tournée vers l'action. L'action, ce sont notamment les mobilisations. On pense que si on n'agit pas, si on ne se regroupe pas, si on ne crée pas des rapports de force dans la société, eh bien, on ne progressera pas. Et donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Donc, dans ce livre, on voulait terminer, évidemment, sur cette dimension. Mais quand on dit attaque et les mobilisations, nous ne sommes pas seuls. D'abord, il y a toutes les autres organisations avec qui nous travaillons, donc les organisations syndicales. Nous travaillons aussi beaucoup avec d'autres ONG ou associations du type Oxfam, par exemple, pour ne pas... et avec ce réseau qui s'appelle TAC Justice Network, qui rassemble sur l'Europe, et même au-delà d'Europe, dans le monde, toutes les organisations qui se battent sur la justice fiscale, en fait, donc la lutte contre l'évasion fiscale. Et John Christensen, qui est le coordonnateur de ce réseau, a rédigé d'ailleurs la postface du livre. Mais il n'y a pas que ce réseau d'ailleurs. J'en citerai un qui est franco-français et qui joue un rôle important aussi, c'est la plateforme des paradis fiscaux et judiciaires, qui rassemble une vingtaine d'organisations, celles que j'ai déjà citées, dont nous en faisons partie, ATTAC, mais d'autres encore, comme par exemple Anticor, qui se bat pour la transparence. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que mobilisation, derrière, il y a l'idée de travail ensemble, de rassemblement, d'unir nos forces. Et je dois dire que là aussi, les ONG, les organisations sont très proches. On a des travaux communs, on a des mobilisations et des mots d'ordre communs. Et ça, c'est tout à fait la condition nécessaire du succès. Voilà. Alors, puisque je parle du succès, on a parlé d'avancée, mais aussi de déception. Bon, ATTAC, on a pas mal mené des actions un peu originales, pas les seules d'ailleurs, mais par exemple, rappelez-vous le fauchage des chaises dans les banques. Les banques étant les principaux organisatrices de l'évasion fiscale. Si vous allez sur le site de n'importe quelle banque, bien très vite, vous allez trouver un des chapitres ou des items qui est proposé, c'est gestion de fortune ou gestion de patrimoine. Et si vous cliquez, très vite, vous allez voir l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que les banques sont vraiment des championnes de l'optimisation fiscale et bien au-delà de l'évasion fiscale. Et donc, on a décidé de se battre nommément et concrètement contre les banques et on est allé prendre, comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous ici ont participé à ces actions, ce qu'on appelait le fauchage des chaises dans les banques, du mobilier bancaire, qu'on mettait en plus sur la place publique et qu'on allait porter devant les trésoreries principales, c'est-à-dire en disant, voilà, on a pris un butin, c'est pour rembourser une partie de l'argent qui a été volé à l'État. Voilà. Et nous avons eu d'autres actions. Tu parlais tout à l'heure de Apple qui va payer donc cette amende énorme de 13 milliards. Nous avons fait des actions avec d'autres, encore une fois. Par exemple, nous avons occupé l'Apple Store de l'Opéra et on a été attaqué en justice pour ça. Et nous avons gagné. Nous avons gagné. Le tribunal, le juge a considéré que nous étions dans notre rôle dans la société de dénoncer l'évasion fiscale, d'accord, et de porter cela sur la place publique. Et de fait, non seulement nous avons gagné, mais Apple, alors c'est une petite somme, à côté des 13 milliards, a été condamné à nous rembourser les frais de justice. Parce que qui dit attaque en justice, ils nous ont attaqué, donc il a fallu qu'on ait un avocat qui fait un très bon travail d'ailleurs, et ça coûte cher évidemment pour une petite organisation comme la nôtre. Nous avons des militants, des militantes qui ont été mis en examen, je pense à Nicole Brien par exemple, et d'autres, qui ont été à Carpentras, qui a été mise en examen, et qui a été blanchie. C'est-à-dire que le tribunal a considéré qu'elle n'était pas responsable. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'important. Nous avons eu quelques victoires, bien sûr, bien en deçà de ce que nous espérons en termes de résultats. Alors,
puisque je parle des résultats, je vais quand même dire quels sont parlons du futur aussi, hein, les mots d'ordre, les objectifs que nous avons dans les mobilisations futures, mobilisations en cours d'ailleurs et futures. Nous allons commencer une campagne d'ailleurs à partir du mois prochain sur la justice fiscale, où nous mettrons en avant certains de ces mots d'ordre. Bon, le premier mot d'ordre, c'est de défendre une catégorie d'acteurs qui jouent un rôle absolument majeur dans la lutte contre l'évasion fiscale, ce sont les lanceurs d'alerte. Alors, pas que dans le domaine de la fiscalité d'ailleurs, hein, mais dans le domaine de la fiscalité, ils ont un rôle tout à fait important. C'est des gens qui sont admirables. Je pense à quelqu'un comme Stéphanie Gibault, qui s'est battue contre UBS, un géant suisse, hein, eh bien, qui a quelque part bousillé sa vie personnelle et familiale à cause de ça, hein, et qui a été blanchi d'ailleurs, hein, après. On pense aussi à quelqu'un comme Antoine Deltour, qui est à l'origine de ce qu'on appelle les LuxLeaks, c'est-à-dire la démonstration, la dénonciation du comportement du Luxembourg pour organiser tout État européen qu'il est, hein, supposé lutter contre l'évasion fiscale, eh bien, les pratiques du Luxembourg pour faciliter l'évasion fiscale des multinationales. Hein. Et on pourrait citer comme ça d'autres exemples. Et donc, une première revendication, c'est d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Alors, il y a eu des petites avancées. Il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 en France, sous la pression, je pense, très largement du mouvement social et de l'opinion, qui protège en partie les lanceurs d'alerte. Mais ce n'est pas suffisant. On veut qu'ils aient une protection totale, parce qu'il y a, qui vient en collision avec cette idée de protection des lanceurs d'alerte, il y a un principe tout à fait dangereux qui est le secret des affaires. Il y a une directive qui a été votée, hein, décidée au niveau européen, qui protège le secret des affaires, et donc les entreprises peuvent se saisir de ces principes de secret des affaires pour dénoncer les lanceurs d'alerte qui mettent sur la place publique des choses qui devraient rester secrètes et qui pourraient, entre parenthèses, soi-disant, nuire à la concurrence. Hein. Voilà. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on veut se battre. D'autres acteurs que je voudrais saluer au passage, parce qu'on critique souvent les médias, mais les médias ont un rôle tout à fait majeur, hein, à côté des organisations comme la nôtre, dans la lutte contre l'évasion fiscale et le fait de porter sur la place publique l'évasion fiscale. On pense par exemple aux Panama Papers, eh bien, qui ont été rendus possibles et grâce à un consortium de journaux qui ne sont pas que français. Bon, en France, il y a un journal comme Le Monde, mais à travers le monde, il y a le New York Times, et on pourrait en citer beaucoup plus, qui jouent un rôle très important dans leur travail d'investigation. Et ce sont des alliés de ce point de vue-là, et on doit évidemment les saluer. Alors, parmi nos mots d'ordre aussi, il y a l'idée que, tu disais tout à l'heure, c'est Dracula. Il faut, pour tuer en quelque sorte, ou fragiliser les acteurs qui pratiquent l'évasion fiscale, il faut porter au grand jour leurs pratiques, hein, et faire connaître ce qu'ils font. Alors, dans ce domaine, nous avons plusieurs demandes. J'en citerai deux. Hein. Je ne veux pas trop déflorer le bouquin, hein, parce que vous allez l'acheter certainement. Donc, vous allez revoir en détail. Mais je citerai deux demandes que nous avons collectivement, hein, avec toutes les organisations qui se battent contre l'évasion fiscale. Le premier, c'est d'avoir un registre des participations, des filiales à l'étranger, des fiducies, comme on dit aussi, que les banques et les multinationales organisent dans les paradis fiscaux. Hein. Et donc, si on porte au grand jour ceci, c'est un moyen de les fragiliser, c'est-à-dire de dire regardez ce qui se passe, regardez telle multinationale qui a tant de filiales dans les paradis fiscaux. Et on s'aperçoit par exemple que ces filiales sont, pour certaines d'entre elles, pour les banques, par exemple, on a montré que BNP Paribas avait dans les îles Caïmans une filiale où il y avait 2 salariés. En fait, c'était une boîte aux lettres. C'est-à-dire, et d'ailleurs, certains d'entre vous se promènent à Jersey ou Guernesey, enfin dans les anglo-normandes, vous voyez ça aussi. Vous avez des immeubles où il n'y a que des centaines de boîtes aux lettres. En fait, ce sont un des moyens de faire passer, hein, des informations et d'enregistrer offshore, comme on dit, des opérations qui sont donc ensuite protégées contre la lutte contre l'évasion fiscale. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est... Alors, l'autre demande que nous avons, et nous avons marqué des points, mais ce n'est pas suffisant, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle, excusez-moi pour l'anglicisme, un reporting des filiales à l'étranger
des ensembles des multinationales et les banques en particulier, et que ce reporting soit public. Alors malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas vraiment public. L'administration fiscale le sait, mais nous citoyens, nous ne le savons pas toujours, loin de là. Et donc, on veut que ce soit mis sur la place publique, de savoir, eh bien, donc c'est un peu parallèle à l'idée du registre, hein, toutes les opérations de création de filiales, d'opérations faites, de montage financier fait à l'étranger par les multinationales. Et donc ça nous paraît très important. Alors ensuite, et là, pour appuyer le travail que font nos amis qui se battent dans l'administration des finances publiques, une des revendications, évidemment, c'est d'arrêter de baisser les effectifs dans l'administration fiscale et au contraire de les augmenter pour rendre plus efficaces et plus intensives les contrôles. Hein. Bon, c'est une évidence, mais vous savoir, vous avez les chiffres, je ne les ai pas, mais combien on a perdu de contrôleurs dans l'administration française, tu dirais combien? Dans le contrôle, plus de 3000, on disait. Plus de 3000 en contrôle, hein, ce que tu as dit tout à l'heure. 40 000 sur tout le reste depuis 40 000 en tout, voilà, et 3 000 sur les dernières années. Donc c'est absolument spectaculaire. Ça montre bien d'ailleurs le manque de volonté politique des gouvernements successifs pour vraiment se donner les moyens de lutter contre l'évasion fiscale. Hein. Voilà. Et donc ça fait partie de nos demandes. Nous considérons que pour que la fiscalité des multinationales ne permette pas l'évasion fiscale, il faut maintenant, nous avons une proposition qu'on appelle la taxation unitaire des multinationales, c'est-à-dire une taxation qui est unitaire, c'est qu'on va prendre l'ensemble du bilan consolidé des multinationales sur tous les pays sur lesquels ils sont présents, donc avec toutes leurs filiales, on va calculer le bénéfice consolidé et ensuite on va l'appliquer dans les pays, hein, cette taxation, en fonction de l'activité qu'elles ont dans les différents pays. Parce que l'évasion fiscale, c'est en quelque sorte délocaliser les revenus dans les pays à faible fiscalité. Donc l'idée, là, c'est de relocaliser, si vous voulez, les résultats, les bénéfices dans tous les pays et de taxer en fonction de l'activité faite dans les différents pays. Donc ça, c'est un combat que nous menons de longue date. On est loin d'avoir gagné, mais c'est un peu technique aussi, il faut reconnaître. Nous avons publié un certain nombre vous avez des notes hein, dans Attac, enfin, sur le site d'Attac, vous pouvez les retrouver. On essaie de décrire ça en détail, parce que c'est vrai que la difficulté de la fiscalité, ça a été dit, c'est que c'est quand même assez technique. Donc pour nous, le défi, c'est de rendre ce sujet qui est si important pour nous, par exemple pour le financement de nos services publics, hein, de le rendre accessible à tout le monde pour que les gens se disent « Ah oui, je comprends, ah oui, je vais essayer de me mobiliser parce que je vois de quoi il s'agit ». Et je terminerai, parce que je ne veux pas être trop long, par une petite pique que je voudrais lancer quand même par rapport au personnel politique, y compris ceux qui sont proches de nous. Je suis très étonné de voir, dans les débats tout récents que nous avons eus, à l'occasion notamment des élections récentes, mais après, hein, de constater que la question de l'évasion fiscale n'est pas mise en avant par ceux qui sont proches de nous, parce qu'ils défendent les services publics, parce qu'ils sont pour la justice fiscale. Et que dans ce combat où il s'agit de dire qu'on peut financer les services publics, on peut financer l'investissement pour la transition, eh bien, on ne met pas en avant davantage les 60 ou 100 milliards par an d'évasion fiscale. Je suis étonné. On a l'impression qu'ils sont tétanisés, qu'ils ont peur de le dire. Or, en fait, regardez les déclarations récentes du Premier ministre qui vient d'être nommé. C'est 100 milliards d'économies qu'il va falloir faire. Mais 100 milliards, c'est exactement l'évasion fiscale. D'accord ? Donc, si vous voulez, pourquoi ceux qui s'opposent justement à la politique qui va se mettre en place ne mettent pas plus en avant la question de l'évasion fiscale ? C'est absolument incompréhensible de notre part. Et donc notre travail, c'est y compris vis-à-vis de nos alliés, de ceux qui nous sont proches, qui se battent pour les mêmes objectifs que nous, néanmoins, il faut mettre en avant davantage la question de l'évasion fiscale. C'est un sujet absolument majeur. Voilà, je m'arrête là. Donc on va conclure là, cette soirée qui a déjà bien avancé, et puis pour se laisser le temps un peu de
de cheminer là dans l'exposition, de prendre un petit peu à manger, de boire un petit verre. On va conclure assez rapidement. On va peut-être prendre 2-3 questions, mais ce que je vous suggère, c'est, vous avez identifié les auteurs, autrices. Pauline, si vous avez des questions par rapport au dessin, ce que je vous suggère, c'est d'aller directement échanger du coup avec les uns, les unes et les autres. Je voudrais juste dire un tout dernier mot sur cette question des activités d'attaque, puisque on a justement cette campagne sur la justice fiscale où on essaye de mettre en avant ces mots d'ordre rapport à ce que vient de dire Dominique. Et donc on a un grand forum de la justice fiscale qu'on organise le 5 octobre ici même. Donc je vous invite à prendre date et à revenir pour une demi-journée d'échanges un peu plus approfondis sur des mesures qui pourraient être portées dans le prochain budget, puisque c'est quand même un débat qui est très important, comme l'a rappelé Dominique, comme l'ont rappelé les autres intervenants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à la table d'attaque aussi, puisqu'on a des petits guides. On a le site d'attaque sur lequel vous trouvez toutes les informations. Et voilà, donc moi je vous propose, on prend vraiment 2-3 questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, voilà, donc on fait un petit tour. Je vais prendre le micro pour le faire circuler. Ça va être assez rapide. Déjà, merci infiniment pour votre travail. Je voudrais juste avoir votre avis sur un cas précis qui est tout récent. En fait, il n'est pas si récent que ça, mais je l'ai découvert hier, sur Darmanin qui a aidé donc les PSG à ne pas payer des impôts sur un transfert d'un footballeur. Alors là, on touche vraiment, je trouve, le summum. Il était donc au ministère des comptes publics, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc, il aide une société privée, bon, le PSG en plus, on ne peut pas dire que ça soit vraiment d'utilité publique, qui, pour ne pas payer des impôts. Et en fait, j'ai découvert, je voudrais déjà savoir, dans ce cas-là, est-ce qu'on est dans les cas de l'évasion fiscale? Et surtout, cette info, elle est sortie en janvier dernier, si j'ai bien compris. Or, comment ça se fait qu'en ayant cette info, Darmanin est resté ministre, il a été réélu tout récemment, alors que c'est tout à fait scandaleux. Comment ça se fait? En fait, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Merci. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste pour vous remercier. Je m'appelle Pierre Larouturou, j'ai été député européen pendant 5 ans au cœur du système. Et la victoire d'aujourd'hui, les 13 milliards d'amendes, c'est quand même énorme. Le fait qu'on parle de plus en plus d'une taxe sur les marchés financiers, la France s'y oppose, mais s'il n'y avait pas attaque, franchement, depuis 25 ans, ça doit faire 20 ans ou 25 ans qu'on se connaît avec Dominique ou Vincent. Il y a des moments où c'est un peu pénible, pour être poli, de retrouver l'argumentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour être encore plus sexy que la dernière fois? Donc le bouquin a l'air génial, mais je pense que ça, on a vu la preuve aujourd'hui que ça, c'est payant. Et Vincent l'a dit, les 13 milliards, ça va être à la une des journaux, les 13 milliards d'amendes, ça va être à la une des journaux français demain. Donc ça tombe bien dans le calendrier français, mais aussi au niveau européen. Hier, il y a un rapport qui a dit que l'Europe allait crever si on ne trouvait pas 800 milliards chaque année pour le climat, pour l'industrie, pour la recherche. Et dès aujourd'hui, le fait qu'on puisse dire il y a 13 milliards qu'on a trouvés, ça montre qu'il y a un vrai problème et ce n'est pas juste quelques gauchistes. Et je suis persuadé, je ne vais pas être trop long, mais que s'il n'y avait pas eu attaque, cette amende, elle n'aurait jamais eu lieu. J'ai vu des gens de la Cour de justice il y a quelques mois. Évidemment, ils lisent vos arguments. Évidemment, vous avez contribué. Donc il y a des moments où on a l'impression que le combat collectif, c'est chiant, c'est long, ça ne donne pas de résultat. Mais je crois au contraire qu'on pourrait ouvrir le champagne ce soir. Alors je vous propose du coup de réagir là-dessus et puis on va conclure. Et j'en profite juste pour présenter Jean-François Guillon, qui a donc fait la maquette du journal et qui fait donc partie de l'équipe. Qui souhaite répondre? Oui. Je vais répondre, conclure, je ne sais pas, vous direz peut-être un petit mot, mais sur l'affaire Darmanin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu un geste fiscal sur le transfert de Neymar au PSG. Alors, il faut resituer le truc. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il a fait une fiscalité, enfin une convention fiscale. Vous savez que la fiscalité internationale elle est organisée autour de conventions fiscales bilatérales que les États se passent entre eux. Et la convention fiscale France-Qatar est particulièrement avantageuse. On peut même se demander si ça n'a pas été juste à sur mesure pour le PSG.
Voilà, typiquement, en matière d'ISF, il y a d'exonération. Maintenant, il n'y a plus d'ISF, mais à l'époque, il y en avait. Enfin, c'était particulièrement avantageux. Et la question, alors vraiment juridique qui se pose, c'est de savoir si l'accord qui a été passé prend les allures d'un rescrit ou pas. Un rescrit, c'est quoi? C'est quand un contribuable, une entreprise dit « Voilà, j'ai tel montage ou telle question, dites-moi les conséquences fiscales. » Et l'administration fiscale s'engage en disant « Ça veut dire ça, ça veut dire ça. » Parfois, les rescrits, des rescrits, il y en a 20 000 par an. Hein. C'est des associations, des collectivités locales, etc. Et de temps en temps, c'est très technique. Alors, on verra ce qui sort de ça. Moi, je pense que l'opération sera légale parce qu'elle découlera d'une convention fiscale avantageuse et que ça se créera dans le cadre d'un rescrit. Le problème, ce n'est pas la légalité de tout ça, c'est la légitimité de tout ça. Et c'est bien un des problèmes de l'évasion fiscale, c'est qu'on a pas mal d'acteurs économiques qui disent « Ah, mais ce que je fais est légal ». Oui, mais en fin de fine, tu ne payes pas d'impôts, donc il faut revoir la loi, parce que la loi est allée trop loin. Et parfois même, tu la fraudes. Voilà. Et juste sur cette affaire, parce que c'est une affaire, il faut le dire comme ça, le nouveau directeur de cabinet du nouveau Premier ministre, qui s'appelle Jérôme Fournel, est un acteur de cette affaire. Voilà. Et ce Jérôme Fournel était le directeur général des finances publiques jusqu'à il y a quelques mois. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Mais pour lui, c'est pas la fin de l'histoire. Sinon, pour rebondir par rapport à l'intervention de Pierre Larouturou, effectivement, on dit en France la fraude et l'évasion fiscale, c'est estimé à hauteur de 100 milliards. Il faut savoir qu'au niveau européen, c'est un manque à gagner qui est évalué par la Commission européenne elle-même à 1 000 milliards d'euros par an. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Merci à toutes et tous. Merci Pierre pour ce que tu as dit. Je crois qu'en effet, ça remonte le moral. Enfin, il n'était pas si bas que ça, parce qu'on a quand même quelques victoires, mais tu as raison de dire que là, il faut fêter, on va le faire ce soir, il faut fêter cette décision définitive, hein, que Apple, voilà. Et Apple a toujours été une de nos cibles privilégiées d'ailleurs, comme étant un évadeur fiscal de premier plan. Merci. Bon le livre se termine par un apéro, donc je vous suggère de faire de même. Et puis voilà, un grand merci à vous, toutes et tous, et un grand merci à l'équipe.